Bonjour chers étudiants, c'est professeur Mohamed Farouqi, votre professeur de parodontologie à l'université Mohamed VI des sciences de santé. Je suis ravi de vous retrouver encore une fois dans ce nouveau cours, que nous avons déjà vu en présentiel. C'est à propos de une introduction à la chirurgie parodontale. J'aimerais ici vous donner un petit résumé comme ça pour vous orienter dans votre démarche plus précisément et pour concentrer un peu plus les idées. Donc, nous avons vu ce cours selon le plan suivant. Donc, nous avons défini la chirurgie parodontale. Nous avons vu quels sont les différents types de chirurgie parodontale et quelle est la place de la chirurgie parodontale dans le plan de traitement en général. Et avant de parler des objectifs, nous avons précisé quelques terminologies, donc pour enrichir votre vocabulaire en termes de chirurgie parodontale. Après, nous avons cité les principaux objectifs de la chirurgie parodontale et nous avons donc instauré donc une charte pour préparer le matériel nécessaire pour chaque type de chirurgie. Alors, nous voulons à travers ce cours que vous puissiez donc établir la bonne indication pour votre plan de traitement chirurgical, savoir poser pour l'indication aussi le bon timing pour indiquer un traitement chirurgical. De quoi on a besoin comme instrumentation, quels sont les préalables et aussi de vous familiariser avec le langage communément connu de parodontologie. Alors, comme vous le savez, la maladie, donc le traitement chirurgical de maladie parodontale pourrait avoir un but préventif. C'est dans le cas de vous voulez prévenir l'installation de la maladie parodontale, ou ça peut être donc un objectif qui est thérapeutique, que vous allez donc vous avez une maladie parodontale qui est déjà installée et vous voulez la traiter, notamment les poches parodontales, soit des vraies poches, soit des fausses poches, ou vous êtes en train de corriger certaines déformations du parodonte qui sont là et qui peuvent entraîner la maladie parodontale. Comme ça peut aussi être indiqué pour un problème esthétique, rien que pour améliorer l'effet visuel entre la gencive et les dents, et aussi entre la gencive, les lèvres et aussi la face. Comme vous le savez, donc la chirurgie parodontale, il y en a deux types. Il y a la chirurgie mucogingivale qui s'intéresse au plan superficiel, donc qui est la gencive, donc notamment tout ce qu'on va faire sur la gencive, ou la muqueuse superficielle, les frénectomies, les vesciplasties, les gingivectomies, ou les greffes de gencive, ou il y a la chirurgie gingivo-osseuse qui s'intéresse plutôt au plan profond, notamment le plan radiculaire et le plan osseux, soit dans un cadre de traitement de la maladie parodontale, essentiellement les poches, c'est dans un but additif au résecteur ou régénérateur, ou dans un cas de reconstruction osseuse, par exemple autour des dents ou autour des implants. Alors, la chirurgie parodontale elle se place dans le troisième niveau. Donc après la thérapeutique initiale, la réévaluation, on indique la chirurgie gingivo-osseuse d'abord pour le traitement des poches résiduelles de la maladie parodontale. Donc on doit continuer à désinfecter le parodonte pour le stabiliser la maladie parodontale. Et par la suite, on peut indiquer la chirurgie mucogingivale dans un but pour rétablir pour réparer les dégâts du tissu superficiel, notamment la gencive, pour renforcer donc le parodonte, pour pouvoir aller vers d'autres thérapeutiques, notamment le traitement chirurgical orthodontique ou prothétique. Nous avons passé en revue quelques termes, quelques
nouvelle définition de la terminologie. Nous avons bien défini les incisions comme étant le premier temps chirurgical, après la décontamination et après l'anesthésie, et consiste à créer une porte d'entrée vers le tissu en profondeur, ou ça peut être dans un cadre résecteur, par exemple une gingivectomie pour enlever des fausses poches occasionnées par la maladie parodontale. Donc, les principales incisions que vous connaissez tous, c'est l'incision abuso-interne, où ça change en termes de direction. Par rapport à l'incision abuso-externe, l'une, elle est dans une direction corono-apicale, l'autre dans une direction apico-coronaire. Donc, la première, elle est conservatrice, ça fait une gingivoplastie. La deuxième, elle est radicale, elle fait carrément une gingivectomie. Et puis, la troisième, c'est l'incision intracirculaire, qui a pour but, c'est comme une syndesmotomie, qui a pour but de franchir le niveau osseux. Et enfin, on a l'incision de décharge, ou l'incision verticale, qui est utilisée généralement pour libérer des lambeaux, pour avoir plus d'élasticité. Le lambeau mécopériosté, donc après avoir décollé, on va décoller soit pour un lambeau mécopériosté, donc d'épaisseur totale, où on a donc la gencive et le périosthe dedans, ou on va passer vers l'incision d'épaisseur, le lambeau d'épaisseur partielle, où vous allez faire donc une trajectoire dans le lambeau pour laisser le périosthe contre la corticale osseuse. Donc la première, donc c'est le cas de gingivo osseuse et se fait dans les cas de lambeau et dans les chirurgies osseuses, alors que le deuxième se fait dans le traitement, donc la chirurgie mucogingivale. Alors, nous avons passé en revue quelques définitions aussi de cicatrisation. La cicatrisation, on a dit qu'il y a deux types. Il y a par première intention, c'est là où vous pouvez donc rejoindre les berges de votre plaie, et vous pouvez donc d'emblée passer à commencer la cicatrisation tissulaire, ou vous avez donc la deuxième intention, la chirurgie, après chirurgie, vous ne pouvez pas donc rapprocher les berges, et que vous allez garder quand même une zone cruentée qui va cicatriser. On appelle ça en deuxième intention. C'est ça la cicatrisation en deuxième intention. Donc ça va se faire sur une longue durée, et aussi avec plus d'aléas post-opératoires, de douleurs, d'inconfort. Donc il faut minimiser le maximum cette surface qui est cruentée et qui n'est pas recouverte. Voilà. Bon, ici vous avez vu donc une différence entre les deux types d'incisions, donc les deux types de cicatrisation, celle en première et celle en deuxième intention. Les sutures, nous avons défini ce que c'est des sutures. Ce sont c'est l'étape terminale d'un acte chirurgical qui doit normalement prendre beaucoup d'intention, parce que la chirurgie parodontale en général, ça se fait dans un milieu qui est très souillé et dans un milieu qui est très utilisé par les fonctions. Donc, si vous maîtrisez pas les sutures, vous risquez d'avoir des complications post-opératoires, des ouvertures de sites avant le terme de la cicatrisation. Donc, nous avons expliqué qu'il y a des sutures, et qu'il y a la différence entre sutures et les points de suture. Nous avons défini des sutures qui sont discontinues, où vous allez commencer avec un nœud au départ, et vous allez donc finir la séance, chaque point par point. Et vous avez la suture continue, vous allez commencer par un nœud, et vous allez circuler autour des dents, autour des berges de la plaie, et vous allez terminer jusqu'à la fin avec un nœud. Donc il y aura deux nœuds pour ce genre de suture. Les principales sutures, c'est les sutures en O, en 8, sutures en U, c'est une forme alphabétique, les sutures en X, les sutures matelassées qui permettent de mettre les papilles à leur niveau de sous forme pour éviter qu'il y ait un effacement de papilles, et les sutures suspendues qui sont utilisables surtout pour les greffes, pour ne pas perforer le greffon plusieurs fois. Donc on passe une fois sur le greffon
et deuxième fois, autour de la dent sans piquer aucun tissu. D'accord? Et le surjet et la suture périostique qui fait la spécialité en parodontologie. Donc vous allez suturer un tissu gingival contre le périos. C'est dans le cas, par exemple, des greffes de gencives. Nous avons aussi défini la différence entre un lambeau et un greffon. Un lambeau, c'est une définition pour tout ce qui reste pédiculé, donc il garde son capital vasculaire avec lui. Donc c'est une mobilisation d'un lambeau, soit le lambeau d'assainissement quand il s'agit d'un lambeau d'épaisseur totale, ou les lambeaux pédiculés déplacés pour recouvrir les récessions. Soit on va les déplacer latéralement, soit on va les déplacer coronairement ou apicalement pour créer de la gencive attachée. Par différence par rapport au greffon, la greffe, c'est qu'on va prendre un tissu d'un site et on va le mettre dans un autre site. Ce site prélevé, le tissu prélevé, il est déconnecté totalement de son site donneur. Donc c'est un tissu qui doit nécessiter d'abord une néovascularisation avant de commencer la cicatrisation. Et ça demande beaucoup de précautions concernant les sutures et concernant les suites post-opératoires. Ça, donc, c'est par exemple un cas de greffe de gencive. Et voilà aussi, donc, un cas de lambeau déplacé. Donc, vous avez une pédicule vasculo-nerveux qui reste connectée avec la vascularisation du site. Donc, ça cicatrise plus rapidement. Maintenant, on passe vers les objectifs. Donc, nous avons décrit qu'il y a deux objectifs selon le type de chirurgie. Et il y a la chirurgie mucogingivale, par exemple, c'est le cas des gingivectomies, qui permet de corriger le niveau de gencive, soit pour traiter des fausses poches, soit pour faire un allongement coronaire, soit pour faire un festonnement de gencive et un alignement décollé. Les vestibuloplasties, donc c'est par exemple soit dans un sens d'approfondissement, par exemple dans le cas des dentés totaux, vous voulez augmenter la surface de contact entre la muqueuse et entre les rebords prothétiques, ou dans le cas de, par exemple ici, dans le cas d'un souris gingival, la patiente se plaint d'un souris gingival, donc nous avons fait quoi? Un alignement de collet par la gingivectomie et une vestibuloplastie cette fois-ci pour réduire le fond de vestibule et pour donc changer la position de la lèvre supérieure. Donc ça s'appelle un rappositionnement de la lèvre supérieure. C'est toujours dans le cas de la chirurgie mucogingivale. Les frénectomies aussi, donc sachant qu'on n'enlève pas tous les freins. Donc un frein est défini comme une insertion qui fait donc un repère pour les contractions musculaires sur les plans profonds. Donc, il faut vraiment choisir la bonne indication. On enlève un frein que s'il est pathogène. Il a une insertion qui peut entraîner donc soit un problème mucogingival ou ouverture de diastème, dans quelques cas ici, ou encore entraînement d'une ouverture de poche parodontale. C'est là on va donc indiquer la frénectomie. La chirurgie mucogingivale, elle va permettre donc pour couper ces insertions fibreuses du frein pour libérer donc la gencive de cette insertion tendue du frein. Le traitement aussi de récession figure dans les objectifs de la chirurgie mucogingivale. C'est pour donc le recouvrement des récessions ou pour le renforcement parodontal, comme c'est le cas ici par exemple, dans ce cas de récession. Vous avez vu, donc là, une greffe de gencive, une greffe conjonctive a permis de recouvrir la récession sur cette canine. Donc, un autre objectif, donc on peut faire de la chirurgie mucogingivale sur un site qui présente une gencive affaiblie et qui pourrait par la suite donc développer des récessions. Le cas, par exemple, dans cette canine, la 33, c'est une patiente qui a un traitement orthodontique. Nous avons opté pour un renforcement de la gencive ici, donc vous voyez, par une greffe épithélo-conjonctive, pour éviter d'avoir des surprises au cours du traitement orthodontique. Et maintenant, on passe aux objectifs gingivaux-osseux. C'est la chirurgie parodontale d'assainissement, donc qui a pour but d'ouvrir sur un site donc qui présente une récidive ou une poche résiduelle où vous devez accéder donc par
après avoir décollé la gencive. Donc c'est un décollement mucopériosté pour accéder à l'architecture osseuse, pour nettoyer la poche, pour nettoyer la surface radiculaire et pour enlever les tissus pathologiques. Et par la suite, vous allez recouvrir, vous allez remettre votre lambeau mucopériosté. Donc on fait aussi des lambeaux mucopériostés ou de lambeaux d'épaisseur totale pour la chirurgie implantaire, parce qu'on a besoin d'ouvrir et d'arriver à la zone de forage qui est la corticale osseuse. Nous faisons aussi de la chirurgie gingive osseuse pour traiter, pour faire des élongations coronaires, donc tel que le cas ici. Donc le but c'est la création d'espaces biologiques et en même temps un rallongement de la hauteur coronaire. Donc nous étions obligés de décoller un peu un lambeau mucopériosté après une gingivectomie pour allonger la hauteur coronaire. Nous faisons aussi la chirurgie gingivo-osseuse pour le traitement des lésions endodontiques, par exemple tel que le cas dans les cas de figure. Donc il y a un kyste d'origine endodontique, on était obligé d'ouvrir, d'enlever le kyste, de traiter, de retraiter à rétro les dents responsables, et voilà le cas après. Alors quels sont donc voilà, vous avez décidé donc de commencer votre acte chirurgical. Maintenant, il faut donc préparer votre matériel et votre outillage. Donc tout ce qu'il faut, donc c'est d'abord des conditions de bloc opératoire avec un maximum d'hygiène et d'asepsie, une protection avec des surblouses pour vous et pour votre personnel et votre patient. Donc le maximum de sécurité pour éviter des complications post-opératoires. Alors, si on décide de faire une chirurgie mucogingivale, on commence par l'incision, donc une décontamination, une anesthésie, une manche lame de bistouri, l'incision, en curte, on a besoin d'un écarteur, et puis ces ciseaux pour la dissection, et à la fin, donc on a besoin, une fois l'intervention est réalisée, nous avons besoin d'un matériel de suture, y compris des pinces et des ciseaux. Et pour le consommable, nous avons besoin de l'anesthésie, l'anesthésie de contact et l'anesthésie des carpules, un décontaminant désinfectant tel que la bétadine, des sérums physiologiques, des compresses, des éponges hémostatiques, des fils sutures. Ici, c'est des fils sutures à partir de 5,0, 5,060. Et à la fin, on a besoin d'un pansement parodontal, surtout pour les sites cruentés qui restent en cicatrisation de deuxième intention. Voilà selon donc ce cheminement des étapes où on va faire notre intervention. D'accord? Et puis, par exemple, si vous êtes donc, si vous décidez de faire une chirurgie gingivo-osseuse, c'est la même table, juste il faut rajouter quelques instruments, tels que, donc ici, donc on a besoin d'un décollement et pas de dissection. Le ciseau de dissection sont remplacés par donc des curettes. Donc tous les curettes sont à utiliser. On a besoin d'un écarteur. On a besoin de curettes osseuses, de pince-bouche. On a besoin de maillets et de petites lames pour harmoniser les contours osseuses. On a besoin aussi parfois de fraises à os, de turbines, de pièces à main et parfois de pliochirurgie. Donc nous allons suivre cette démarche pour faire selon cette chronologie. Donc pour la chirurgie gingivo-osseuse, on commence par l'examen, la désinfection, l'anesthésie, puis les incisions, le décollement, le curetage et à la fin les sutures. Donc ce que vous devez retenir enfin, c'est les types de chirurgie parodontale, les objectifs de chaque type de chirurgie, quels sont les instruments que vous devez avoir devant vous pour la chirurgie, quels sont les principaux termes utilisés en chirurgie parodontale et les types de cicatrisation, afin retenir aussi la séquence de traitement chirurgical. En conclusion, donc la chirurgie parodontale est un art et ne peut se faire en absence de maîtrise de l'acte, maîtrise de base de chirurgie, maîtrise de l'anatomie, conditions de bloc opératoire, les matériaux, un bon éclairage et un bon aide opératoire. Et sachez que la chirurgie est une discipline de connaissance
est une discipline où il y a beaucoup d'éthique, donc gardez ça en tête pour commencer votre cursus de chirurgie parodontale avec une bonne conscience et pour éviter les complications. Donc, je vous remercie.